Bonjour Claude Agege. Bonjour. J'ai cru comprendre d'ailleurs un jour, c'était dans le Point du 26 juin 2009, que vous aviez dit que vous préfériez même les langues aux femmes. Vous aimiez plus les langues que les femmes pour faire la transition avec la chronique de Caroline. Vous voulez que je développe 2 minutes? Non. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ah. J'ai dit que très attiré par la beauté des filles, il m'est arrivé d'avoir des choix douloureux, crucifiants à faire. À 2 reprises, j'avais d'un côté un terrain que j'avais demandé depuis très longtemps, qu'on m'avait enfin accordé, étudier une langue très loin, sur place, avec les gens qui la parlent, et de l'autre côté, une fille dont je m'étais épris et qui me plaisait beaucoup. Et l'abandon de l'une pour faire l'autre était quelque chose de définitif. Je savais qu'en allant faire ce terrain, je ne retrouverais pas la fille, qui n'avait aucune raison de m'attendre d'ailleurs. Et vous avez donc préféré faire le terrain quand même. Vous avez préféré faire le terrain. J'ai dans les 2 cas choisi la langue, oui. Ah oui, oui. Alors. Cependant, tout de même, une dernière chose, bien que je récuse la vulgarité typiquement machiste et insupportable des langues qui s'apprennent sur l'oreiller, je considère que beaucoup des langues que j'ai apprises ont été apprises grâce à la bienveillance de filles qui ont été usagères et qui ont bien voulu me transmettre ce trésor. Alors justement, Claude Agege, nous avons évidemment le très grand plaisir de vous recevoir ce matin. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, rappelons que vous êtes un linguiste renommé, grand polyglotte, amoureux des langues, de toutes les langues, de beaucoup de langues. Et c'est peut-être d'ailleurs là toute la question, puisque votre dernier ouvrage, du coup, s'appelle « Contre la pensée unique ». Alors avec vous, Claude Agege, nous allons donc essayer de comprendre comment se forme cette pensée unique et pourquoi il faut s'y opposer, selon vous, une pensée qui serait strictement liée à l'usage d'une seule langue et qui pourrait ainsi façonner nos esprits, et nos esprits non pas forcément pour le meilleur, mais plutôt pour le plus commun. Alors est-ce qu'une langue change ou pas notre vision du monde? La richesse de la pensée passe-t-elle justement par la diversité des langues? Et puis la langue française résistera-t-elle donc à la pensée unique? Nous allons voir avec vous toutes ces questions ce matin. Pour peut-être repartir très vite d'une base, pour définir une langue, si je vous comprends bien, donc on a un système de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels. C'est ça une langue qui permet la communication entre les individus. Mais page 59, on avance d'un cran tout de même aussi, puisque vous dites posséder les mots et les diffuser, c'est posséder la pensée. Je dis cela parce que ça m'a été suggéré par mes amis américains. Ce livre entier m'a été suggéré par mes amis américains. Il est complètement absurde de croire que c'est un livre entier américain. C'est un livre inspiré par des Américains qui eux-mêmes sont anti-américains au bon sens du mot. Et qui m'ont suggéré un sursaut des Européens complètement américanisés contre cette insupportable colonisation de nos esprits. Alors ce que je dis, c'est très simple, c'est que, comme le président Carter lui-même l'a dit explicitement, et d'autres avant et après lui, les États-Unis se sont aperçus au bout de quelques temps qu'à côté du hard power, qui est celui des armes et de la domination politico-économique, il y avait le soft power, qui est précisément les contenus des mots, l'idéologie, et la conquête des esprits du monde entier par un certain nombre de contenus qui sont de l'ordre de la pensée. C'est ça que l'on peut dire pour gloser l'idée que qui possède les mots possède du coup l'esprit des gens auxquels ces mots sont destinés. Et pourquoi du coup aujourd'hui une pensée, et je vous cite là aussi, pourquoi, et c'est dans le début du livre, pourquoi une pensée molle, dites-vous, habite les esprits? Eh bien parce que... Vous dites où sont les Foucault, les Barthes, les Lévi-Strauss d'aujourd'hui? Je dis cela. Je ne suis pas un homme nostalgique, je ne pense. Je suis entièrement axé vers l'avenir et le passé m'intéresse peu. Je veux seulement dire que j'attends avec impatience, je ne suis pas le seul, l'apparition, la surrection de gens éminents, des hommes et des femmes qui soient des guides de pensée pour nous, qui nous apprennent à penser, comme cela a été le cas dans le passé, comme cela peut très bien être le cas dans le futur. Ce qui rend la chose non pas problématique, mais en tout cas différée pour quelque temps, c'est précisément le poids de la pensée unique, c'est-à-dire d'une pensée qui a pour support l'anglais et qui est une pensée néolibérale, dont nous sommes tous les victimes, à commencer par les pays d'Occident, mais aussi ceux d'Asie du Sud-Est, les pays industrialisés comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam de plus en plus, etc. Bon, c'est la même chose, et l'Europe occidentale tout entière, à savoir des pays qui sont entièrement rangés sous la bannière du néolibéralisme, c'est-à-dire du profit à tout crin, sans aucune considération d'ordre culturel, sans aucune considération d'ordre humain, social, mais avec simplement un attrait pour le profit immédiat et le profit à longue durée, d'où les crises. Qu'est-ce que c'est que les crises qui se succèdent? Eh bien, c'est un moment de paroxysme où éclate une bulle qu'on a longtemps cultivée et laissée gonfler. Après cette crise, il y a un petit moment hypocrite de morale, de retour à l'éthique, de critique, de punition, quelquefois même, de responsable. Et puis aussitôt après, ça recommence. C'est ça que la pensée unique a pour... dont elle est le support, qu'elle a pour objet principal. Et c'est cela que je dénonce. Le vecteur en est l'anglais. Je m'empresse d'ajouter, avant de terminer ma réponse un peu longue à votre question, mon cher, qu'il y a aussi, parmi les gens qui cultivent cette langue, des esprits libres, et que l'anglais sert de support aussi bien à la pensée unique que je dénonce,
qu'à une chanson révolutionnaire, un certain nombre d'écrivains, d'artistes qui, dans cette langue, mais aussi dans d'autres langues, mais notamment en anglais, je dis ça pour qu'on ne croit pas que je considère que l'anglais non, mais est pas le support uniquement de cela, oui. il est aussi le support d'une pensée libérale, libertaire, pas libérale, libertaire, défendant la liberté contre la fausse liberté, qui est le libéralisme, c'est-à-dire la liberté de faire de l'argent en profitant des malheureux qui sont incapables d'en faire et qu'on exploite. Et vous iriez jusqu'à, au fond, parler de ce qu'on vit, de la crise financière aujourd'hui, comme étant, au fond, une crise qui serait une crise d'une bulle linguistique, et qui n'est d'ailleurs pas, au fond... Que voulez-vous dire par bulle linguistique ? Au fond, qu'il y a une nouvelle bulle linguistique qui s'est formée avec cet anglais passe-partout qu'on appelle le globish, et qui a formé ou déformé les esprits jusqu'à, justement, diffuser partout une pensée molle, qui finit par, au fond, éclater. Et que tout viendrait au fond de là d'une question de langue, de langage. Non, je ne dis pas exactement cela. Tout en étant linguiste, je n'ai pas la démesure ou la folie de vouloir tout attribuer tout ramener à la langue. Bon, non, je ne dis pas cela. Il y a d'autres éléments de la culture que les langues. Alors, ce que vous dites, qui est très intéressant, et je vous autorise complètement une réponse longue là aussi, parce que le chapitre est passionnant, c'est que, et peut-être faut-il être optimiste du coup, vous dites au fond, les choses quand même tournent et évoluent, et à une époque, par exemple, qui a été longue, le français a plus dominé l'anglais que l'inverse. Et là, vous donnez plusieurs cas de mots, dont moi j'ai appris évidemment la plupart, où c'est vraiment fascinant. Ce n'est pas le français qui a dominé l'anglais. C'est une langue qui en est l'ancêtre, voilà. Qui est un de ses ancêtres, c'est-à-dire c'est la variante normande du français du XIe siècle, quelque chose quand même d'assez différent du français moderne dans lequel nous entretenons en ce moment. Donc à ce moment-là, l'invasion de l'Angleterre par du Guillaume de Normandie, qu'on appelle seulement le conquérant, c'est absurdité française. Oui, les Anglais appellent William the Bastard parce qu'il était bâtard, en effet. Son père s'étant épris d'une belle Normande, sans l'épouser, tout en ayant donné à son fils une très bonne éducation. Eh bien, Guillaume de Normandie envahit l'Angleterre parce qu'il considère que le trône lui en revient. Et à ce moment-là, avec lui, l'aristocratie normande et les marchands également, tout un grand nombre de gens de ce qui était à l'époque, correspondrait à la France du centre et de l'ouest d'aujourd'hui, arrivent avec une langue qui est le français en gestation, mais qui n'est pas du tout le français d'aujourd'hui, une langue latine, une langue néo-latine, romane, qui est la variante normande du français. Le paradoxe, c'est que ces Normands eux-mêmes, il n'y a même pas 200 ans qu'ils ont été francisés, car quand ils sont arrivés et qu'on leur a donné à Normandie le roi Charles le Simple pour se débarrasser d'eux, car c'était des vikings hirsutes et redoutables, très inquiétants, on les a évangélisés, ils se sont francisés, et ils ont perdu leur langue, qui était le norrois, l'ancêtre du norvégien d'aujourd'hui. En d'autres termes, ces gens, paradoxalement, apportent en Angleterre une variante ancienne du français, qui n'est évidemment pas le français d'aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes, ils ont été francisés moins de 200 ans plus tôt. Vous pouvez me redire, je trouve ça passionnant, par exemple, l'évolution et comment, ce qu'a voulu dire, et d'où vient le mot, en anglais, le suit, c'est un mot français. Oui, par exemple. À l'origine, désigne les gens qui suit, c'est un costume en anglais, a priori. Oui. Bon. Aujourd'hui, là. Mais, les gens qui accompagnent, d'où ça vient? Les gens qui accompagnent un seigneur et qui tiennent les pages, notamment, qui tiennent les bords de son grand costume. Et par conséquent, par extension, ça finit par devenir les gens qui se rangent à son avis, qui sont sous son autorité, qui exécutent ses ordres, qui le défendent le cas échéant contre ses adversaires. Et ce terme, par conséquent, prend une extension considérable, il devient de plus en plus important, et tous les sens médiévaux qu'il avait, il les garde. Tandis qu'en français, le mot suite, dont l'ancêtre du français est la base de ce mot, eh bien, connaît une très grande réduction de ses sens, il n'a pas cette extension. Et plus généralement, vous me citez celui-là, on pourrait en citer un grand nombre d'autres. Ah oui, il y en a beaucoup. Ce que l'anglais a de particulier, c'est que les mots franco-normands qu'il a hérités du moment dont je viens de parler, eh bien, ils gardent leur richesse sémantique, leur énorme zone de dispersion, alors que le français, en taillant de plus en plus... à mesure que la langue devient la langue de l'autorité, l'Académie française, beaucoup plus tard, sera un des exemples de la façon dont le français est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une langue très pauvre. Contrairement à ce que l'on croit, la pauvreté du français étant évidemment une richesse, parce que pauvreté veut dire élimination des synonymes, veut dire précision, veut dire acuité du sens contenu par chacun, et par conséquent, la pauvreté du français, contrairement à l'idée qu'on se fait dans le grand public, est un immense avantage du français. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et quant aux oppositions comme celles que vous mentionniez tout à l'heure par allusion, en même temps, les masses anglo-saxonnes, qui, elles, c'est surtout l'aristocratie normande, la cour qui est francisée, mais les masses se fichent pas mal du français ou de sa variante anglo-normande. Ce qu'elles parlent, elles, c'est l'anglo-saxon, qui est en train de devenir la langue principale et dont l'anglais d'aujourd'hui est l'héritier. Et on a par conséquent de nombreux doublés, c'est-à-dire des couples de mots dans lesquels une même réalité est désignée par deux mots différents en fonction des occupations de chacun. Ainsi, on a beef et ox. Beef,
désigne le bœuf que l'on consomme, parce que c'était celui qui arrivait sur la table et dans les assiettes des aristocrates de la cour, tandis que ox, qui n'est pas un mot latin, qui n'est pas un mot d'origine franco-normande, c'est un mot anglo-saxon, il désigne la bête sur pied, c'est-à-dire le bœuf avant le sort malheureux qu'on lui réserve pour se le farcir. Dès lors, on a affaire ici à une opposition entre deux termes désignant sous deux formes différentes, sur pied ou en assiette, une même réalité. Et ça, c'est à l'image même de ces deux cultures confrontées. L'une, c'est celle des masses paysannes, d'éleveurs, d'agriculteurs, qui sont très peu marquées par le français. Et l'autre, c'est celle de l'aristocratie, et ensuite des apports réguliers de marchands qui vont venir du Poitou, de Normandie, d'un certain nombre d'autres provinces du nord et du centre de la France. Donc il faut alors que faut-il faire? Est-ce qu'il faut laisser vivre les langues telles qu'elles évoluent, quitte à déplorer parfois de la domination de l'une sur l'autre, mais parce qu'au fond les choses changent, ou est-ce qu'il faut parfois, au contraire, légiférer, intervenir sur... Il faut se battre pour la diversité. Ma cible principale dans ce livre, contrairement peut-être à l'impression qu'on peut en avoir eue, qui serait mauvaise, n'est pas l'anglais. Je n'ai rien contre l'anglais, au contraire. J'aime l'anglais comme n'importe quelle langue. Ma cible principale, c'est les risques que l'on fait courir à la diversité. Et par conséquent, mon objet principal, ce pourquoi je me bats, c'est cette diversité. D'un certain côté, on peut rester tranquille, calme, serein, parce que la diversité est une loi naturelle. Les espèces naturelles, de la biologie, de la zoologie, de la botanique, évoluent sans cesse en se diversifiant. Si on considère la langue par certains de ses aspects, pas par tous, comme étant aussi une espèce naturelle, elle est soumise à la même loi. Elle se diversifie. Donc, l'anglais, comme il commence à le faire d'ailleurs, se créolisera, se diversifiera, et tout cela peut nous laisser sereins. Néanmoins, ce qui fait que l'anglais a quand même devant lui encore des beaux jours, c'est que contrairement au latin, autre langue à diffusion mondiale qui a été pendant très longtemps, au moins en Europe, c'est moins vrai naturellement pour le centre de l'Asie, le sanskrit faisait ce que le latin fait en Occident, et le chinois confucéen, le chinois des classiques bouddhistes ensuite, faisait la même chose pour l'Extrême-Orient, mais en tout cas pour l'Europe, la diffusion du latin, au bout de très peu de temps, a perdu tout caractère redoutable. Pourquoi? Parce que le latin n'était pas la langue officielle d'un pays, c'était une langue de culture, de savants. Tandis que ce qui assure à l'anglais, en dépit de la loi de diversification des espèces que je viens de citer, pour quelque temps semble-t-il, et par conséquent qui justifie le combat contre l'anglais sur ce point, une grande pression encore, c'est l'énormité et la puissance des moyens de diffusion. Satellites, etc. Et cela, c'est sans précédent dans l'histoire humaine. Nous n'avons jamais eu de langue à diffusion mondiale qui soit soutenue par des moyens aussi puissants. Néanmoins, je considère que la diversification, la créolisation, qui est en train de se passer, comme je l'ai dit pour l'anglais, et le désir de diversité qui est fiché dans l'âme humaine depuis toujours, triomphera de tout cela. 8h16 les matins, la chronique et le moment du débat. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc Voinchet. Évoquant la résistance à l'occupant nazi, rien moins, vous nous appelez Claude Agege à une nouvelle résistance contre ce que vous appelez l'entreprise mondialisatrice d'initiative américaine. À vos yeux, la domination culturelle de l'anglais dans le monde des affaires, de la science, dans les industries de la communication et du divertissement, eh bien, cette domination est le fruit d'un véritable complot. Vous voyez dans la mondialisation de la culture et de l'économie un moyen imaginé par les idéologues de la suprématie américaine pour supprimer la diversité afin de mieux écouler avec ses modes de vie les productions frelatées et les façons de penser des États-Unis. Alors, les métaphores véhiculées par votre anti-américanisme renvoient à une vision du choc des cultures fortement imprégnée de darwinisme social. Je vous cite, « L'oligarchie politico-économique des États-Unis est semblable à une espèce vivante dominatrice et prédatrice, dans la mesure où ses recettes lui ont valu un avantage biologique expansionniste, etc., etc. » Page 137-138. On est là dans le registre biologisant de la lutte des espèces pour la survie. Mais j'ai l'impression que cette vision du monde, où, pour vous citer encore, l'exportation de l'anglais joue un rôle essentiel dans la diffusion de l'idéologie américaine, date quelque peu. Elle date, me semble-t-il, parce s'il y a bien eu jusque dans les années 60, en tout cas avec De Gaulle, une idéologie française, un message de la France conforme à nos intérêts de puissance et porté par notre appareil diplomatique, je me demande à quoi pourrait bien ressembler cette fameuse idéologie américaine dont vous parlez, dans les États-Unis d'aujourd'hui. Au déconstructivisme relativiste qui règne dans les universités, au paléo-marxisme radical des Noam Chomsky et autres Michael Moore, au populisme anarcho-capitaliste du Tea Party, au réalisme libéral de Barack Obama.
Il n'y a plus, depuis la fin de la guerre froide au moins, d'idéologie américaine utilisée par l'État fédéral à des fins de projection de puissance telles que celles que vous décrivez. Ou plutôt si, mais elle est minimale, c'est la volonté d'ouverture des nations aux échanges économiques et culturels. Et vous la condamnez, cette ouverture, au nom du droit des États à contrôler ce qui circule entre eux. Vous écrivez, je cite, que le souci d'abolir les frontières qui filtrent et dissimulent l'information, selon les mots d'un ex-président du Federal Communication Office, eh bien, ce souci d'abolir les barrières, je vous cite, témoigne d'une volonté perverse, je vous cite à partir de maintenant, de récuser la maîtrise que chaque État doit légitimement posséder sur toute information qu'il reçoit et envoie, prérogative d'un État libre. Ainsi, au nom de ce que vous appelez la souveraineté culturelle, vous vous opposez explicitement à la libre circulation de l'information dont vous faites une revendication libérale et américaine. Or, c'est au nom de ces principes que la Chine tente de contrôler Internet et de censurer les productions culturelles qui lui déplaisent. Approuveriez-vous ces dirigeants ? En outre, la révolution numérique, Internet, les réseaux sociaux, les antennes satellitaires qui vous déplaisent tant, rendent l'exercice de cette souveraineté culturelle de plus en plus illusoire et qui s'en plaindrait. D'ailleurs, les grands gagnants de la mondialisation, je ne vous l'apprends pas, ce ne sont certainement pas les Américains, mais les Chinois, les Indiens, les Brésiliens. La balance commerciale des États-Unis, la plus déficitaire du monde, en témoigne tous les jours. Enfin, en ce qui concerne les effets désastreux que l'usage de l'anglais aurait sur les savants qui sont nés avec d'autres langues maternelles, je voudrais vous opposer le cas de ces esprits supérieurs, éduqués en allemand et qui, à cause des persécutions nazies, ont trouvé refuge aux États-Unis pendant la guerre et y ont poursuivi en anglais leurs travaux. Léo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Judith Shklar, Hans Kohn, Theodor Adorno et tant d'autres. Je n'ai pas l'impression que leur pensée s'en soit trouvée ni formatée ni appauvrie. Au contraire. Vous me citez des gens qui appartiennent aux sciences humaines. Les gens dont la pensée est appauvrie et qui ne peuvent pas, faute d'utiliser leur langue maternelle parce qu'ils remettent leurs travaux à des revues qui sont uniquement anglophones, ce sont des gens des sciences dures, des sciences exactes et pas du tout des gens des sciences humaines, que, pourchassés par le nazisme et mis en très grand péril un très grand nombre de penseurs des sciences humaines européens et trouvé refuge aux États-Unis, personne ne les niera, c'est un fait historique. Et qu'ils ont écrit en anglais, et la majorité de leur œuvre en anglais, et que cette œuvre conserve un intérêt fantastique. Ils l'ont fait pour la bonne raison qu'ils sont allés dans un pays anglophone. Ce n'était pas leur langue d'origine. D'autre part, ce que je dis, vous semblez avoir lu le livre, mais peut-être pourrais-je vous inviter à le relire encore, c'est que la mondialisation, à un certain moment, est apparue comme la dernière arme des États-Unis pour conjurer leur déclin. Que par ailleurs d'autres s'en soient saisis et qu'elle ait permis à la Chine notamment et à d'autres puissances montantes de devenir aujourd'hui des pays très importants dans le monde contemporain, je ne le nie nullement, c'est l'évidence même. Et d'autre part, pour la façon dont vous considérez que je considère moi-même l'attitude des États-Unis, c'est jusqu'à 1970, 75, 80, c'est-à-dire lorsque, dans le sillage de leur victoire après la Seconde Guerre mondiale, ils pouvaient avoir encore une manière de faire chanter le monde, que les États-Unis ont profité de cette diffusion. Aujourd'hui, les fauteurs principaux de la diffusion de l'anglais, ce sont les pays complètement américanisés de l'Europe occidentale, de l'Asie du Sud-Est. Ce sont ceux-là, et pas les États-Unis. Par conséquent, ce à quoi j'en ai, finalement, ou ce pourquoi je lutte, c'est non pas du tout une lutte d'arrière-garde contre l'américanisation, c'est une lutte pour la diversification. La diversité, c'est cela mon principal objectif. Le français n'est nullement sur ce point une arme contre les États-Unis. La France n'a pas les moyens, ni peut-être l'ambition de supplanter sur ce plan la culture américaine par sa langue. Ce que je souhaite, ce qui me paraît du reste être l'avenir, que je vois profiler à l'horizon, c'est la diversité des cultures. Or, qu'on le veuille ou non, les Américains, souvent des néo-américains qui la défendent, qui la portent sur ces fonds baptismaux, ce sont des gens d'origine étrangère aux États-Unis qui ne se sont pas fondus complètement dans le melting pot américain et qui, par conséquent, portent en eux la diversité des cultures. Je dirais, pour terminer, que l'inspiration principale de mon livre, elle est américaine. Ce sont des amis américains qui m'ont convaincu de l'écrire. Ce sont des Américains éclairés, extrêmement critiques eux-mêmes de ce qui se passe aux États-Unis, qui m'ont dit « Mais qu'attendez-vous pour que l'Europe connaisse un véritable sursaut culturel et cesse de nous offrir de pâles répliques de notre propre culture ou de notre propre sous-culture ?» C'est cela, ma détermination. Par conséquent, c'est un livre non seulement pro-américain, mais inspiré par de bons Américains. Brice Couturier ? Oui, ça montre bien effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous parlez d'idéologie américaine, ça ne veut rien dire, puisqu'en réalité, à l'intérieur même des États-Unis, il y a énormément de courants qui sont critiques. Je ne crois pas jamais parler d'idéologie américaine. Ah si, écoutez, je peux vous en citer quelques pages. Je dis au début du chapitre 2, jusqu'à ce que les Américains soient en déclin, qu'il y avait une politique d'ouverture du monde à l'anglais. Ensuite, ça s'est inversé.
Reste que cette diversité des cultures que vous évoquez et que je trouve aussi bien sympathique, cette diversité des cultures, elle est plus que sympathique, elle est vitale. Elle est vitale, je suis d'accord avec vous. Elle exige la libre communication entre les États. Et vous battez contre cette libre communication. Mais pas du tout. Vous pensez que c'est un agent du libéralisme américain. Mais pas du tout. Ce contre quoi je me bats, c'est... Claude Agege. Pardon. Ce qui a été dit ouvertement, et je cite un certain nombre d'auteurs américains, à savoir que sous prétexte de la liberté de communication, ce que les États-Unis voulaient faire, c'était de supplanter les agences d'information, notamment Reuters pour les Britanniques et Havas pour la France, qui semblaient aux Américains avoir accaparé toute la culture durant les années qui ont précédé et pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient créer cette critique? Pour supplanter par leurs propres agences à eux. Et par conséquent, ce à quoi j'en ai, c'est non pas bien entendu une liberté de communication que, comme n'importe quel esprit normal, je défends et pour laquelle je me battrai, c'est l'accaparement, la saisie de cette liberté sous prétexte de défendre les communications par un seul et même ensemble culturel qui est celui des agences d'information américaines. C'est cela que je dénonce. C'est explicitement dit au début, moins maintenant parce que le déclin américain fait qu'ils n'en ont plus les moyens, mais jusqu'aux années 70-80, c'était explicitement ce qui était dit. Les agences qui diffusaient l'information dans le monde étaient hostiles à la liberté. Cette liberté a été considérée, était en réalité une liberté des États-Unis de s'arroger à eux-mêmes exactement comme les gens qui défendent le libre-échange, défendent la liberté soi-disant, mais quelle liberté? Celle de faire du profit et d'écraser tous les malheureux qui n'en ont pas les moyens. Enfin, le Qatar a lancé une chaîne d'information concurrente de CNN qui marche pas si mal. Et si cette libre circulation de l'information concoctée, je vous cite, les Américains, jusqu'à cette époque, les autorités américaines étaient parvenues à imposer le grand principe de la libre circulation de l'information, concoctée, comme on l'a dit plus haut, sans autre but que d'assurer l'hégémonie américaine. Bah oui. Bah écoutez, la preuve que non, c'est que maintenant il y a cette chaîne qatari qui a fait davantage pour les révolutions arabes que CNN en Égypte. C'est quelque chose d'extrêmement régional. Voyons, CNN, c'est mondial. La chaîne qatari, ça n'a pas instauré l'hégémonie américaine. Vous n'allez pas comparer quelque chose de régional, de limité au monde arabe, avec la prétention mondiale, universelle de CNN et chaînes américaines. Grâce aux satellites que vous condamnez tant et dont vous exigez que les États puissent interdire l'implantation au-dessus, enfin des antennes, des satellites qui reçoivent ces images satellitaires dont vous exigez que les États puissent avoir le droit d'interdire, le monde entier où il y a des gens qui parlent arabe reçoivent cette fameuse chaîne. Et c'est une bonne chose. C'est ce qui s'est passé précisément. Pardon ? Oui, je vous en prie. Ce qui s'est passé, vous le savez, c'est qu'à un certain moment, qui a amené les États-Unis même à cesser de contribuer à l'UNESCO, tellement ils étaient indignés de cette espèce de mise en cause de leur suprématie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, il y a eu un réveil des nations qui, de plus en plus, se sont aperçus que l'accaparement de l'information et de la communication, c'est une chose capitale dans le monde contemporain, par les seules chaînes américaines, était une menace pour leur liberté. Et donc, ici, il y a un sursaut qui est mondial. C'est accompagné d'un relatif déclin économique auquel nous n'avons pas grand intérêt, parce que nous sommes tout de même, enfin en tout cas l'Occident, dans le même camp que les États-Unis, et qui sont une sorte d'amitié contrainte avec laquelle nous avons intérêt à nous maintenir en bonne relation. Mais cela dit, la dispute, la remise en cause de la suprématie américaine n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui a eu lieu à partir du moment où on s'est aperçu que l'américanisation du monde à travers l'information entièrement entre les mains d'agences d'information américaines était une menace à la diversité, cette diversité pour laquelle je me bats bien plus que contre les États-Unis. Et comment expliquer, Claude Agege, cela dit que ce soit les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont les pays où on étudie le moins les langues étrangères? Est-ce que ça fait partie justement de ce que vous dénoncez par ailleurs? Il y a une sorte de logique là-dedans. À partir du moment où leurs nationaux tout est normal. Leurs nationaux sont, c'est pas normal du tout, mais c'est humain. Ouais. C'est une sorte de réaction explicable. À partir du moment où leurs nationaux sont convaincus que leur langue maternelle, enfin dominante, est parlée dans le monde entier, pourquoi diable se prendrait-il la peine d'apprendre les langues étrangères? Alors que pour moi, l'apprentissage des langues étrangères est un minimum de respect humain, c'est le début même de l'apprentissage des cultures étrangères, et que par conséquent, le fait de s'en remettre à une langue, ce que j'ai, surtout celle-là, ce que j'ai contre elle notamment, c'est ceci, je n'ai rien contre l'anglais proprement dit de manière intrinsèque, c'est contre la situation socio-économique surtout que je me bats. Ce que j'ai contre elle, c'est que, contrairement au latin, contrairement à l'espéranto, aux langues qu'on invente, l'anglo-américain, à vocation mondiale permettant une communication plus facile, se trouve être la langue des pays les plus riches du monde, des pays industrialisés. Si ce n'était pas cela, j'aurais rien contre lui. Mais il se trouve que cette langue n'est pas une langue innocente, c'est pas n'importe quelle langue. Le latin,
tant qu'il a été une langue à vocation européenne, pas mondiale, contrairement à ce que disent les Européens, européenne surtout, n'était plus depuis très longtemps une langue de pouvoir. L'Empire romain, depuis le 5e siècle, avait éclaté, et par conséquent, il ne présentait pas le même danger qu'une langue à prétention ou à vocation mondiale, qui est en même temps la langue des pays les plus riches. C'est ça que je récuse, ça paraît le bon sens. Alors, est-ce que, cela dit, l'homme a longtemps rêvé, ou rêve régulièrement, au fond, de créer une langue commune? Il y a eu ce projet jamais abouti qui était l'espéranto. Est-ce que l'anglais va, selon vous, tout de même devenir, une fois pour toutes, un jour, une langue universelle? Je viens à l'instant même de le récuser, en disant que sa vocation d'universalité, vous me demandez s'il va le devenir. La réponse est non, pour une raison très simple. C'est qu'il arrive à l'anglais, en vertu de la loi de diversification des espèces dont j'ai parlé, diversification des espèces zoologiques, botaniques, etc. Les langues sont des espèces vivantes, elles aussi. Il arrive à l'anglais une chose très simple. Sous nos yeux, nous le voyons, il arrive à l'anglais de se diversifier, de se créoliser. Aujourd'hui, dans le congrès de linguistique, nous avons de plus en plus une journée entière consacrée à ce qu'on appelle NNVE, Non-Native Varieties of English. Non-Native Varieties of English. Les variétés non natives de l'anglais. C'est-à-dire, pour prendre 3 exemples asiatiques, l'anglais indien, l'anglais birman, l'anglais thaï, 3 exemples africains, l'anglais nigérian, l'anglais tanzanien, et l'anglais de Côte d'Or. Dans ces 3 cas, dans ces 6 cas, africains et asiatiques, nous avons affaire à des langues constitutionnelles. En Inde, c'est la langue de la Constitution. On ne voulait pas en récuser le hindi, on récusait le punjabi, on récusait la langue de Calcutta, toutes ces langues indiennes. Et par conséquent, l'anglais comme langue officielle devient finalement une langue dont les pratiques locales sont de plus en plus éloignées de la norme, disons, de Oxford ou des Great Lakes, Chicago, Detroit pour les États-Unis. En d'autres termes, l'anglais est en train, sous nos propres yeux, d'être soumis à une loi qui est une loi naturelle. Il se diversifie, il se créolise. En d'autres termes, la vocation mondiale de l'anglais comme langue unique, non seulement ne fait que reprendre une illusion très ancienne, vous l'avez vous-même qualifié d'un rêve qui est une illusion humaine, mais d'autre part est condamné par l'évolution des espèces et par sa propre créolisation. En d'autres termes, c'est une sorte de confirmation apportée à quelque chose de naturel. Si les langues, l'espéranto notamment, contre lesquelles je n'ai rien, bien sûr, qui ont été inventées depuis quasiment l'origine des temps par des gens qui, contrairement à moi, n'étaient pas des amoureux fous de la diversité. Oui, c'est ça qui est un objet d'amour, et non pas le fait de simplifier les choses, croit-on, avec une langue unique. C'est le contraire, mais c'est une forme d'oppression, ça n'a aucun sens. C'est inspiré naturellement par des visées idéales, c'est une espèce d'utopie, mais qui ne verra jamais le jour. Redoutable, parce que le respect des cultures, c'est le respect de leur diversité, et non pas l'imposition, fût-elle d'inspiration pacifique, d'une langue unique. C'est pas du tout ça que les gens veulent. Regardez ce qui s'est passé depuis le classement du RSS. L'ukrainien, les langues baltes, l'estonien, le letton, le lituanien, sont des langues qui, à côté du russe, étaient à l'époque soviétique, des langues naturelles, nationales. Elles sont en ce moment en train, tout comme le croate par opposition au serbe, depuis l'éclatement de la Yougoslavie, de revendiquer leur place au soleil, en d'autres termes, ce que nous voyons sous nos yeux, et qui annonce bien ce que serait le destin non seulement de l'anglais, mais de toute tentative d'une langue universelle, c'est une très forte crise identitaire, un très fort désir d'affirmer son identité culturelle à travers sa langue. C'est vers cela que va l'univers, indépendamment même d'une loi naturelle qui est aussi une loi de diversification. C'est ça que mon modeste ouvrage a essayé de suggérer simplement. Claude Agege, contre la pensée unique chez Odile Jacob. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, là? Vous êtes à combien? Mais bien sûr. Vous en parlez combien, là? Écoutez, mon but n'est pas de compter les langues que je parle. Je ne suis pas un journaliste, mon cher, pardonnez-moi pour cette critique. Je ne suis pas par conséquent un homme attiré par le sensationnel. Les langues sont ma vie. Je passe ma vie dedans depuis ma petite enfance. Vous apprenez laquelle en ce moment? Et par conséquent, récemment, je reviens de Chine. J'ai fait évidemment mes conférences et mes cours en chinois, que j'ai appris, j'ai commencé à le faire depuis très longtemps. Mais une langue que je souhaiterais apprendre, parce que d'ici peu, je me rendrai probablement à Antananarivo, nom actuel de Tananarive, appellation coloniale, c'est le malgache. Une autre encore que je souhaiterais apprendre pour pouvoir faire mes exposés et pour pouvoir communiquer avec les gens par respect, par amour pour eux, dans leur langue et non pas dans une langue imposée, étrangère à eux-mêmes comme à moi, c'est une langue d'Asie du Sud-Est qui est le birman. Voilà donc 2 langues que je suis en train d'essayer d'étudier. Bon, j'imagine que vous parlez le grec parfaitement. Je parle 2 variantes du grec. D'abord celle qui ne se parle plus, le grec ancien. Ensuite la variante moderne. Quand j'ai eu un professeur de grec en Hippocane puis en Cagne avant le concours de Normal Sup, eh bien j'ai demandé s'il voulait m'enseigner le grec moderne. Et il était très surpris parce qu'il était chargé d'enseigner le grec ancien. C'est-à-dire ce qu'on appelle katharevousa, helliniki. Et moi je demandais dimotiki, le démotique, la langue des gens. Celle que parlent les Grecs d'aujourd'hui, qui est évidemment issue du grec ancien, mais qui n'est pas la même langue.